chers maîtres, chers amis, chers confrères, honorable assistance, bonjour. D'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de ce syndrome qui n'est certes pas une sinécure intellectuelle et qui n'est pas très digeste non plus, et c'est pas de bon augure avant la pause déjeuner, mais c'est un sujet éminemment intéressant eu égard aux nombreuses et aux innombrables, voire incommensurables passions qu'il a pu déchaîner depuis maintenant près d'un siècle, en faisant couler beaucoup d'encre dans les prétoires scientifiques dédiés à cette pathologie. Le SOPK jouit maintenant depuis juillet 2018 de nouvelles recommandations internationales sous l'égide de l'ECHRE. Alors sans trop de tergiversation, le vif du sujet. En préambule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit de la première endocrinopathie chez la femme en âge de procréer, avec une prévalence qui est un peu plus d'à peu près une femme sur 10. Cette pathologie, ce syndrome, tient également le haut des pavés du fait qu'il soit également la première cause d'infertilité par anovulation. Il a ce caractère très particulier d'avoir un diagnostic très difficile en raison du caractère très hétéroclite, hétérogène des symptômes, et surtout qui mue et qui se transforme en fonction des différents âges de la vie reproductive. Ce qui génère énormément de tableaux cliniques qui peuvent être d'ordre psycho-affectif, et ça c'est plutôt nouveau, et on accorde maintenant une dimension clinique très caractérisée à cet état de fait. Mais sinon, de manière assez classique et ancestralement, on connaissait les problèmes d'ordre gynécologique en rapport avec une infertilité, une irrégularité du cycle, voire même des signes d'hyperandrogynie dominés par l'hirsutisme. Et également des désordres métaboliques en rapport avec un syndrome métabolique qui potentialise les risques cardiovasculaires et celui d'avoir même parfois des cancers. Donc les recommandations nouvelles se sont établies de cette manière. Il y a eu à peu près 37 sociétés savantes de différents pays, pas moins de 71, qui ont élaboré pas moins de 166 recommandations avec des guidelines regroupés en evidence-based recommendation, clinical consensus et voire même des accords d'experts. Ce syndrome subit, comme je l'ai dit dans le préambule, des mutations au travers de la vie reproductive, avec des tableaux cliniques ou bien un tableau clinique dominé par les signes d'hyperandrogénie et des irrégularités du cycle. Ensuite, avec une inversion de la tendance au profit du syndrome métabolique, avec la possibilité de risques cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de cancer de l'endomètre. Le SOPK, comment j'aime bien reprendre cette petite image illustrative mais très très simpliste pour les profanes. C'est ce que je montre habituellement à mes étudiants. Mais la réalité pour les puristes que nous sommes est tout autre et bien plus complexe. Il s'agit d'une pathologie multifactorielle, pas très bien comprise jusqu'à maintenant. Et on a longtemps pensé que l'élément fondateur était cantonné à cette hyperandrogynie purement d'origine ovarienne, par un dysfonctionnement des cellules técales. Il faut savoir que les cellules técales, c'est des cellules qui sont à la périphérie du follicule ovarien, qui est l'unité fonctionnelle au sein de l'ovaire. Une autotoxicité qui perturbe leur propre développement, donc la folliculogénèse, et qui va générer l'oligo-anovulation. Mais maintenant, plusieurs hypothèses ont été développées. Donc, on parle ici de nouveautés 2019. C'est de savoir que les théories sont très hétéroclites. Il y a tout un éventail d'hypothèses qui vont du rôle génétique et épigénétique, de la programmation du phénotype de ce syndrome, mais également de la programmation neuro-endocrinienne, avec une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, et également de l'exposition peut-être prénatale aux androgènes, et aussi du rôle de l'hormone anti-mullérienne. Donc on est passé d'une pathologie strictement ovarienne à une pathologie maintenant multifactorielle, métabolique, génétique, peut-être épigénétique et même certainement environnementale. C'est le mal d'aujourd'hui. Donc finalement, de ce schéma très simpliste emprunté à la revue ou bien au journal Figaro Magazine, on passe à un autre schéma qui est certainement plus complexe. Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques? J'ai préféré reprendre cette interrogation qui était introductive d'un article de l'éminent Hervé Fernandez, je pense en 2009,
qui posait cette question de savoir quel était le médecin qui ne connaissait pas les plaintes spécifiques des patientes souffrant de ces SOPK, où elles présentaient des cycles capricieusement longs, ces patientes en chair, c'est-à-dire obèses, et qui souffraient de problèmes d'infertilité. Donc on doit la paternité de ce syndrome à ces deux éminents chercheurs, Irving Stein et Michael Leventhal, qui ont décrit ce syndrome pour la première fois en 1935 en faisant tout simplement une description très empirique de cette patiente qui présentait une obésité, un hirsutisme associé à des troubles du cycle. Et on avait constaté chez ces patientes qu'elles avaient des ovaires avec un cortex très épais et un aspect très blanc, nacré, comme on peut le voir sur cette image célioscopique. Mais je pense que ces deux éminents chercheurs ne pensaient pas que plus de 85 ans après leur description, ce syndrome continuerait encore à déchaîner les patients et à susciter autant de discussions et de polémiques scientifiques. Donc les critères diagnostiques ont évolué à travers les âges. Donc du moins les premiers consensus remontent à peu près à 1990. C'est des critères du NIH, l'Institut national pour la santé américain, qui était, je pense, qui est toujours d'ailleurs sous la présidence ou bien la direction d'un Algérien, je pense que c'est le Dr Zerhouni. Avant, il s'agissait de regrouper deux critères qui étaient exigés, à savoir l'anovulation chronique, mais également l'hyperandrogynie, qu'elle se manifeste de manière clinique ou bien biologique. Bien entendu, tout en excluant les autres causes d'hyperandrogynie, les plus communes sont surtout les tumeurs androgénosécrétantes et l'hyperplasie congénitale des surrénales. 2003, première conférence consensus de Rotterdam sous l'égide de l'ECHRI et de la SRM. Donc on est passé à 3 critères, il fallait en avoir au minimum 2. Donc toujours l'hyperandrogynie, à la fois clinique et biologique. Donc en clinique, c'est soit l'hirsutisme, soit l'acné, voire même l'alopécie. Et cette histoire très particulière de la morphologie ovarienne à l'échographie, avec des conditions sine qua non qui étaient d'avoir au moins 12 follicules en trop de 2 à 9 mm sur les ovaires et un volume supérieur à 10 mm. Et on a toujours gardé les critères d'exclusion qui étaient quasiment les mêmes. 2018, juillet 2018, European Society of Human Reproduction and Embryology. Grâce à ces critères, maintenant on peut s'autoriser à avoir 4 phénotypes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des SOPK sans forcément avoir de l'hyperandrogynie, ou bien un SOPK sans forcément avoir de troubles de l'ovulation. Donc qu'est-ce qui a changé concrètement? Dans les critères échographiques, le volume c'est toujours le même, donc supérieur à 10 mm. Et je rappelle à toutes fins utiles cette formule de calcul, même si maintenant tous les échographes modernes possèdent des logiciels qui font ce calcul très facilement et directement. Et le nombre de follicules, c'est maintenant 20 follicules au minimum et non plus 12. Ces follicules doivent être objectivés impérativement grâce à une échographie par voie endovaginale avec une fréquence minimale de 8 MHz. Et il est dit qu'on peut se passer de cet examen, surtout par le biais d'une sonde endovaginale quand il s'agit de prendre en charge ou bien de diagnostiquer des adolescentes. L'hyperandrogynie biologique également. Donc, on nous recommande de doser principalement la testostérone libre ou bien biodisponible. On a pendant longtemps dosé la testostérone totale. Cette dernière nécessite finalement des techniques de chromatographie très complexes et le résultat n'est pas très fiable. Les autres paramètres également qui ont été dosés ancestralement, c'est la delta-4 androsténodium et la DHEA. Ne sont utiles que quand la testostéronémie totale est plutôt normale. En clinique, vous avez le principal critère, c'est l'hirsutisme. Donc vous avez cette belle femme à barbe qui a été exposée dans les foires et les cirques comme des curiosités, des bêtes curieuses, comme un petit peu les acromégales et les jumeaux conjoints et siamois, mais finalement c'était juste un problème d'hormones.
Vous avez qui peut être évalué grâce à un score, celui de Ferryman et Galloway, qui va un petit peu évaluer l'existence de poils en excès dans certaines régions du corps, mais il se trouve que ce score est plutôt subjectif. Et disons qu'en fonction de l'ethnie ou bien de la zone géographique où on se trouve, la nature n'a pas gâté ou bien les femmes de la même manière, parce qu'une Scandinave n'a pas autant de poils qu'une méditerranéenne, une méditerranéenne autant que comment on appelle ça, une personne d'Amérique latine et autres. Sinon, pour les autres signes d'hyperandrogénie clinique, nous retenons également l'acné et la séborrhée dans près de 40% des cas, même si ceci a été plutôt controversé dans la littérature, mais dans les dernières recommandations, c'est retenu. Il faut se méfier également de l'alopécie androgénique, qui est souvent sous-estimée, qui est un signe qu'on doit impérativement rechercher. Le problème peut se poser également avec l'adolescente parce que chez elle, l'hyperandrogénie est souvent frustre et difficile à discerner de l'androgénisation physiologique qui survient concomitamment avec l'adolescence. Troisième critère, celui de l'oligo-anovulation. Donc, c'était simplement des cycles longs supérieurs à 35 jours. C'est les fameuses panioménorrhées, parfois même une histoire d'aménorrhée secondaire et qui peut durer assez longtemps et qu'on peut très facilement reconnaître grâce à la fameuse courbe ménothermique ou bien par le dosage de la progestéronémie en deuxième phase du cycle. Alors, ce qu'il y a également de nouveau, c'est cette histoire d'hormone anti-mullérienne, que je rappelle qui est une hormone produite par les cellules de la granulosa des follicules en croissance. Donc, dans cette partie, et dans le syndrome de SOPK, il se trouve qu'il n'y a pas de dominance, on n'a pas de follicules dominants. Donc, ces follicules vont essayer de croître tous un petit peu de la même manière. Personne ne prend l'ascendant sur l'autre et c'est le statu quo. Ils se stabilisent et ils produisent énormément d'hormones anti-mullériennes. Mais néanmoins, c'est pas pour le moment un critère qui est retenu faisant partie du SOPK et les techniques de dosage ne sont pas encore très fiables et sont par contre très hétérogènes. L'hyperinsulinisme, bien sûr une résistance, c'est une notion qui était connue depuis pas mal d'années et qui s'intègre finalement dans le cadre d'un syndrome métabolique. Elle n'est ni un facteur causal, mais plutôt un facteur aggravant de la SOPK. Ces recommandations évoquent également l'origine ethnique. Alors, ce qui est curieux, c'est de retrouver des anomalies, surtout de BMI, ce qui est normal, de retrouver des anomalies de BMI dans des pays à fort revenu, un produit international brut qui est un peu fort. Mais ce que je trouve un petit peu peut-être contestable, c'est ce BMI et des ordres métaboliques qui sont également très importants en Afrique. Les diagnostics différentiels, ce qu'on doit éliminer, c'est ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure par rapport à l'hyperandrogénie, par rapport à l'anovulation et à l'infertilité. Et on peut faire la part des choses grâce à un examen clinique soigneux et surtout des dosages biologiques qui sont surtout les paramètres de l'hyperandrogénie. Donc, pour faire la part des choses avec les autres causes de virilisation, c'est les tumeurs surtout ovariennes, androgéno-sécrétantes bien sûr, les tumeurs surrénaliennes et le bloc, l'hyperplasie congénitale des surrénales. Pour les troubles de l'ovulation et de l'infertilité, c'est l'hyperprolactinémie. Les anovulations hypothalamiques fonctionnelles qu'on retrouve assez fréquemment chez les grandes sportives ou bien les patientes souffrant d'anorexie mentale sans omettre les causes iatrogènes. Les autres problèmes fréquemment rencontrés dans le syndrome des ovaires polykystiques sont ceux des troubles métaboliques. On avait dit qu'il tenait le haut du pavé en inversant la tendance vers la fin de la vie reproductive avec un risque relatif multiplié par 7 pour les pathologies cardiovasculaires, un diabète type 2 qui est également augmenté de façon tangible et un risque surtout de présenter un cancer de l'endomètre avec un risque relatif de 2 à 6. Les objectifs thérapeutiques, ça serait tout simplement de supprimer, alors je dis tout simplement, de supprimer l'hyperandrogénie, l'hyperinsulinémie, de corriger les troubles du cycle et surtout de traiter l'infertilité. Pour ce faire, alors pour les troubles métaboliques, il n'y a pas de miracle, c'est les règles hygiéno-diététiques et la fente pondérale, un minimum de 5 à 10% sur une durée de 6 mois.
Maintenant, il y a cette nouveauté de la chirurgie bariatrique qui permet de régler certains problèmes pour vraiment les obésités morbides avec des indices de masse corporelle qui peuvent dépasser carrément les 50. Le risque de diabète type 2 repose sur le dépistage, bien sûr corrélé et associé aux règles hygiéno-diététiques. Donc pour le diabète type 2, c'est les glycémies à jeun. Ce qui est recommandé, c'est de faire une glycémie à jeun quand l'IMC est inférieur à 25 et de passer à l'HGPO pour les IMC supérieurs à ce chiffre. Pour le diabète gestationnel, ceci ne change pas des recommandations de 2006 après la fameuse étude APO, c'est ce que nous faisons concrètement tous les jours dans le service de GHR. On peut se faire aider de la metformine, même si ce traitement ne jouit pas d'AMM et ne bénéficie pas d'AMM dans la grande partie des pays du monde, mais on peut se faire aider grâce au complément des règles hygiéno-diététiques. Et ce traitement a largement fait ses preuves maintenant. Le cancer de l'endomètre, c'est le dépistage, c'est un terme qui est un petit peu incongru parce qu'il n'y a pas réellement d'examen fiable de dépistage pour le cancer de l'endomètre, mais on peut surveiller l'endomètre de manière assez régulière. Et si on retrouve une hypertrophie, il faudra passer à la biopsie, soit à la pipette de Cornier, soit sous hystéroscopie. Mais le meilleur moyen, on connaît déjà l'effet très protecteur des contraceptifs ostroprogestatifs, au même titre qu'ils protègent également contre le cancer du côlon et le cancer de l'ovaire. Avec un petit risque relatif de 1,1 à 1,2 par rapport au cancer du sein. L'hyperandrogénie, donc les ostroprogestatifs sont recommandés en première intention, même si l'efficacité est minime, mais il y a une bonne balance bénéfice-risque. Sinon, on passe aux anti-androgènes, et c'est l'acétate de céprotérone, macrodosé, entre 25 et 50 mg. Je sais que l'Androcure a fait couler également beaucoup d'encre en termes de scandale. Dernièrement en France, il y a une relation de cause à effet qui n'est pas tout à fait établie avec l'apparition de méningiome, et justement, maintenant, tout ça est surveillé par cette Agence nationale de sécurité du médicament. Les mesures cosmétiques pour décoloration, épilation au laser, et ainsi de suite, et les traitements plutôt locaux, dermatologiques pour ce qui est de l'acné. On revient toujours aux ostroprogestatifs, ça permet de régulariser le cycle, même si c'est un cycle artificiel, mais ça permet d'aider énormément les patientes. Bien sûr, tout ceci doit être prescrit selon des clous en rapport avec les contre-indications, surtout vasculaires et métaboliques. On choisira des ostroprogestatifs de deuxième, troisième génération, idéalement mini-dosés. Pour les infertilités, donc c'est les inductions de l'ovulation et la fécondation in vitro. Pour l'induction de l'ovulation, le traitement de premier choix, c'est le létrezol. C'est un traitement qui est connu. Donc là, je m'adresse à mes jeunes résidents qui le voient un petit peu tous les jours en consultation, comme nous faisons beaucoup de cancers du sein. Ces patients que nous reviennent de l'oncologie médicale sous traitement anti-aromatase pour les femmes ménopausées. En dehors de l'AMM, on peut également maintenant le prescrire pour induire l'ovulation avec un risque minime de grossesse multiple. Sinon, à défaut, un traitement mieux connu, le citrate de clomifène, qui lui nécessite un monitorage d'ovulation qui peut être associé au metformine pour potentialiser un petit peu ses effets. À défaut également, on peut passer à un deuxième palier de traitement qui sont les gonadotrophines, avec ce protocole très connu du chronique low dose, avec un risque augmenté de grossesse multiple et qui nécessite beaucoup de conditions de surveillance. La chirurgie, elle a sa place dans ce traitement. On va parler du drilling. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques quand on a des professionnels et des référents qui assimilent cette pratique à une chaise électrique qu'on ferait subir à ses ovaires. Mais en l'occurrence, c'est toujours repris par les recommandations, mais bien sûr, toujours, il faut évaluer le risque d'une éventuelle de chirurgie. Je termine. La fécondation in vitro, donc on peut y avoir recours quand les autres traitements ne marchent pas, malheureusement. Donc en résumé, on va dire que c'est une pathologie gynéco-endocrinienne qui est assez fréquente, même très fréquente, qui bénéficie actuellement de recommandations, de pratiques cliniques internationales, qui permettent à peu près d'uniformiser l'ensemble des pratiques et surtout de permettre de mieux prendre en charge nos patients. Je terminerai avec cette petite image qui est de la Royal Society, qui est l'adage dit nullius in verba, c'est-à-dire ne croire personne en parole. Donc toutes ces recommandations, vous pouvez éventuellement les retrouver sur ces